Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Tourisme et société. Collection dirigée par Franck Michel. Dernière parution. Michael Hetzmann, Voyage autour du monde. Une éducation à la rencontre, 2020. Yannick Brunpicard, Tourisme, objet d'une rare complexité, interface aux territorialités multidimensionnelles, 2019. Franck Michel, Utopie voyageuse, éloge de l'autonomadie, 2018. Hugues Séraphin dire, événementiel dans la Caraïbe, atouts et limites pour le tourisme et le territoire, 2016. Pascal Mao et Fabien Bourlon, le tourisme scientifique en Patagonie chilienne, 2016. Jean-François O'Haraud, dire, spécialisation touristique et vulnérabilité, réalité et enjeux pour le développement soutenable des petits territoires insulaires, 2016. Franck Michel, Le voyage à la croisée des routes, chronique d'un monde en mouvement qui marche gravement sur la tête, 2016. Franck Michel, Au détour des routes. Chronique d'Asie et d'Amérique, 2015. Haute CREQY, Identité, tourisme et interculturalité au Groenland, 2014. Éric Leroux et Philippe Callot, Regard croisé sur le management du tourisme durable, 2013. Niels Martin, Philippe Bourdeau et Jean-François Dallet sous la direction de Du tourisme à l'habité, les migrations d'agrément, 2012. Isabelle Babou et Philippe Callot, Que serait le tourisme sans pétrole, 2012. Stéphane Courant, Approche anthropologique des écritures de voyage. Du carnet à la correspondance, petit inventaire des productions scripturales de la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle, 2012. Vincent Basset, Du tourisme au néo-chamanisme, 2011. Frédéric Reichhart, Tourisme et handicap. Le tourisme adapté ou les loisirs touristiques des personnes déficientes, 2011. Préface, de l'utile réinvention des destinations à l'indispensable réinvention du système touristique. Il n'est jamais facile de rendre compte de l'utilité des colloques, en particulier pour qui s'est longtemps tenu en marge de ces constituants de la vie académique. Ma première participation se fit à l'université d'Innsbruck, à l'âge de 40 ans. Il faut dire que la lecture d'Arthur Koestler puis de David Lodge ne m'y avait guère incité. Entre mon arrivée tardive et ma sortie précoce du petit monde universitaire, mon expérience des séminaires, colloques et congrès fut assez diversifiée pour y trouver à la fois beaucoup de convivialité, pas mal de petits jeux de pouvoir et aussi dans les meilleurs cas un véritable intérêt scientifique. Tour à tour participant et organisateur de colloques, j'ai eu l'occasion d'observer avec beaucoup d'intérêt la diversité des comportements à l'œuvre, allant de l'effervescence intellectuelle à la pratique du shopping pendant les sessions elles-mêmes. Ce colloque, tenu à Agadir, du 25 au 27 mars 2019, fut pour moi une heureuse surprise qui ne me fit pas regretter d'avoir accepté d'y participer après plusieurs années d'abstinence, car j'y ai trouvé tout ce que j'aurais aimé trouver dans nombre de colloques qui ne m'ont pas laissé de grands souvenirs autres que cocasses. 2 mots pourraient le définir, le sérieux et la jeunesse. Le sérieux de l'organisation scientifique, de son comité autour de Hassan Fawzi, impressionnant de rigueur, y compris dans le respect des horaires, une dimension que j'ai toujours considérée comme un critère de la réussite d'un événement rassemblant du monde. Sérieux des participants, qui assistèrent à toutes les sessions, et qui avaient dans l'ensemble remarquablement travaillé leurs propos comme leur présentation publique. Jeunesse de la majorité des participants, essentiellement d'Afrique, qui souligne l'important rôle polarisateur de l'université d'Agadir, la première du Maroc par ses effectifs. C'est ainsi qu'avec grand plaisir, j'ai pu rencontrer et écouter une génération de jeunes chercheurs de qualité venus de tout le Maroc, d'Algérie, de Tunisie et d'Afrique subsaharienne. Une préface, par définition écrite plusieurs mois après le déroulement du colloque, a presque nécessairement le caractère d'une postface ou d'un épilogue. À Agadir, station touristique confrontée à une crise structurelle de fréquentation, il fut question de réinvention des destinations face aux exigences des touristes d'aujourd'hui. Mais, au-delà de ces nécessaires et difficiles adaptations, il apparaît de plus en plus évident que ce qui se joue et va se jouer dans les années qui viennent est la nécessaire réflexion sur le devenir de l'ensemble de notre système touristique confronté au contexte planétaire du réchauffement climatique et de la transition énergétique liée.
En effet, on ne peut plus continuer à penser le tourisme en général, et le tourisme international en particulier, comme destiné à croître éternellement, même si cette progression résulte de légitimes aspirations de populations accédant à un meilleur niveau de vie et aux nouvelles utilisations de leur temps libre. Il devient urgent de jeter les bases d'un tourisme refusant la politique de l'autruche et les objectifs quantitatifs sans cesse majorés, illustrés notamment par les plans successifs de développement touristique du Maroc, lesquels, heureusement, n'ont pas été systématiquement suivis de réalisation. Je pense en particulier à la plage Blanche, près de Guelmim ou à l'Oued Chebika qui sont des pépites à préserver au lieu de songer à les urbaniser, sans oublier l'admirable lagune de Naïla qui bénéficie du statut de parc national, Kénifis, pour s'en tenir au grand site situé au sud d'Agadir. Le temps est venu de prendre conscience des mutations considérables en cours et à venir, qui ne dépendent pas seulement de l'évolution des mentalités des clientèles faisant montre en particulier de sensibilité croissante au traitement du capital naturel, et que certains pourraient prendre pour un effet de mode, c'est-à-dire passager. Car au-delà de l'évolution des modes, de lourds faits de structure s'imposent à nous. Ainsi, la planification touristique marocaine devra prendre en compte les conséquences prévisibles du fait que l'Europe, d'où vient le gros de sa clientèle étrangère, est en décroissance énergétique depuis plus de 10 ans, ce qui va peser durablement sur le niveau de vie des Européens comme sur le développement des transports aériens. Le chantier à venir est donc considérable car il ne s'agit pas moins que de réinventer l'ensemble de notre système touristique, en imaginant les moyens de dépasser les nombreuses contradictions qui chaque jour se font plus nombreuses et voyantes. Comment penser le mieux-être d'une population plus nombreuse, plus instruite, tout en renonçant au toujours plus d'équipements, de clients et donc, d'énergie, moteur du système. Paris, novembre 2019. Rémi Knafou. Réinventer les destinations touristiques? Rémi Knafou. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il y a deux dimensions à cette question. Une dimension scientifique, théorique, et une dimension pratique, qui relève du fonctionnement du marché touristique et de la nécessaire adaptation des lieux touristiques, dimension elle-même composite. Transformation des territoires et rôle du marketing pour les présenter à l'extérieur. Cette dimension est une nécessité vitale pour les destinations touristiques qui, à défaut de se réinventer à proprement parler, doivent impérativement s'adapter aux transformations de divers ordres, des clientèles, de leurs pratiques, de l'économie, la numérisation en particulier, de la concurrence des autres lieux, voire du climat, etc. Et les technologies nouvelles, les démarches du moment, telles que l'intelligence économique, font partie des outils qu'il est légitime de questionner et de mobiliser. On s'interrogera donc sur la terminologie et la théorie, puis sur les nécessités qui imposent aux lieux touristiques de s'adapter sur le temps long avant de considérer le cas très particulier d'Agadir. 1. Le temps de la réinvention? L'heure est à la réinvention. Comme si, sur certaines questions, l'époque n'était plus capable de produire du neuf, mais de se contenter de trouver un nouveau souffle. Depuis le début du XXIe siècle, la réinvention semble avoir investi les domaines et objets des sciences humaines et sociales, et les destinations touristiques n'y ont pas échappé. Comme, de surcroît, le marketing touristique est assez moutonnier, il aura suffi que certains lieux lancent l'idée de leur réinvention pour que le gros de la troupe suive, chaque destination y allant de sa réinvention au risque évidemment de banaliser l'initiative et le processus. Les exemples en sont donc légion, et nous ne les reprendrons pas ici. Dans le contexte qui nous intéresse, réinvention ne signifie pas inventer ce qui a été oublié ou perdu, mais souci de donner une valeur nouvelle à quelque chose, en l'occurrence à un lieu touristique qui se trouve dans la nécessité de se relancer. Situation du reste non nouvelle, puisque les lieux touristiques n'ont cessé depuis leur invention d'avoir à le faire, afin précisément de rester ce qu'ils étaient devenus, touristiques, c'est-à-dire fréquentés par une clientèle qui, par définition, change, en ce sens fondamental que les individus qui la constituent peuvent s'en détourner et même si ça n'est pas le cas, meurent. Car les lieux touristiques ayant des durées de vie plus longues que les personnes qui s'y rendent, se trouvent dans la nécessité de sans cesse recréer les conditions de leur fréquentation. Il s'agit là d'une dynamique à laquelle il a été peu prêté attention. Les lieux urbains en général doivent déjà, pour se développer, attirer plus d'habitants qu'ils n'en perdent,
mais pour les lieux touristiques, cette exigence est une performance de nature bien supérieure. En effet, il leur faut attirer sans cesse des touristes, que ceux-ci soient des habitués ou des nouveaux venus, selon le rythme de leur remplissage saisonnier ou annuel, qui s'ajoute aux besoins de renouvellement sur long terme communs à tous les lieux. En paraphrasant Renan, à propos de sa définition de la nation, un plébiscite de tous les jours, on pourrait dire que le lieu touristique fonctionne grâce à un plébiscite au minimum annuel. Cela dit, avant de parler de réinvention des lieux touristiques, il est utile de revenir sur le concept d'invention de ces mêmes lieux. 2. Détour par la théorie, l'invention des lieux touristiques. L'invention des lieux touristiques est le processus par lequel un lieu non touristique devient d'un lieu touristique, c'est-à-dire change fondamentalement. Le processus en question résulte d'une nouvelle lecture d'un territoire aboutissant à un double mouvement. Le premier met en œuvre le pouvoir subversif du tourisme en détournant l'utilisation jusqu'alors dominante du lieu au profit d'hébergements et d'activités touristiques, en incorporant de nouveaux territoires aux lieux existants. Le second illustre le pouvoir de conquête du tourisme. L'invention du lieu touristique est donc l'étape fondatrice par laquelle un lieu commence un processus radical de transformation, sous l'effet d'une lecture nouvelle et de la mise en œuvre de pratiques nouvelles, généralement importées par des personnes extérieures au lieu. C'est à la fois une violence et une transformation, source de valorisation et d'enrichissement. Ainsi, le processus d'invention du lieu touristique constitue une véritable révolution. Pour tout lieu affecté, il y a un avant et un après. Une fois le lieu inventé, son évolution se poursuit, mais sur une autre trajectoire, gouvernée par l'évolution des pratiques touristiques et les aléas du marché touristique. Par définition, un lieu touristique, comme tout lieu qui entend continuer à se développer, doit s'adapter aux mutations de la société. La plupart des lieux touristiques sont donc amenés à se transformer plus ou moins fortement. Des changements d'échelle peuvent se produire sous l'effet des changements de pratiques touristiques comme des stratégies des différentes catégories d'acteurs. Mais est-il fondé pour autant de parler alors de réinvention ? Qu'apporte la réitération ? Il faut même se demander si elle a un sens dès lors que l'invention s'est déjà produite. Que reste-t-il alors à inventer ? L'invention étant une bifurcation majeure dans l'histoire d'un lieu, pour pouvoir justifier l'emploi du mot réinvention, il semble nécessaire de considérer qu'un lieu affronte ou doit affronter une autre bifurcation d'importance dans sa trajectoire. Or, dans la pratique, il faut bien constater que le marketing touristique est prompt à employer l'expression de réinvention touristique pour qualifier seulement une évolution parmi d'autres, l'objectif étant de relancer la fréquentation en laissant penser qu'une mutation positive est en train de se produire. Parler de réinvention pourrait donc, parfois ou souvent, relever d'un abus de langage, car dès lors qu'il est inventé touristiquement, il ne peut l'être à nouveau, sauf nouvelle mutation allant plus loin que la simple réadaptation au marché. Pourtant, l'histoire du tourisme et de ces lieux nous apprend qu'il a presque constamment été nécessaire de mettre en œuvre des stratégies nouvelles pour entretenir ou développer la fonction touristique, car c'est la succession des pratiques et des politiques mises en œuvre pour les accueillir qui explique la pérennité de certains lieux touristiques sur la longue durée. 3. Une évidente nécessité d'adaptation des lieux touristiques, ce que nous apprend l'histoire longue ou récente du tourisme. Certains lieux touristiques, inventés il y a plus de 2 siècles, sont toujours touristiques, ce qui est une performance de première importance. Et qui n'est pas totalement évidente, si on compare les lieux touristiques aux lieux industriels inventés à la même époque en Europe, et qui ont pour la plupart perdu leur fonction industrielle. Cette performance a été obtenue au prix de crises et d'adaptations multiples et successives. Les palaces de la Côte d'Azur, de Nice en particulier, ont souvent disparu, détruits ou transformés en copropriétés. Ils ont été remplacés par de nouvelles structures plus adaptées aux besoins du moment. Les clientèles ont évolué, ont muté même. L'aristocratie de la Belle Époque a disparu en tant que classe dirigeante. La noblesse russe s'est évanouie avec la Révolution d'Octobre, etc. Mais d'autres clientèles sont venues occuper le terrain. Les utilisations des lieux ont changé, parfois radicalement. La Côte d'Azur est née au tourisme en hiver, en tournant le dos à la mer. Aujourd'hui, la haute saison est l'été et l'hiver ne remplit pas les hôtels.
Les hébergements ont muté avec la société. L'hébergement non marchand est désormais dominant. Toutes les destinations ont besoin d'être régulièrement repensées, quel que soit leur succès. Certaines parce qu'elles attirent trop, le syndrome de la mariée est trop belle, d'autres parce qu'elles attirent moins, d'autres encore parce qu'on craint qu'elles attirent moins, d'autres parce que les acteurs du tourisme souhaiteraient renouveler leur clientèle. En général, c'est parce qu'on souhaite échanger une clientèle populaire contre une clientèle plus fortunée qui rapporte davantage, etc. On pourrait, aussi schématiquement que lapidairement, établir une typologie des facteurs du renouvellement des destinations. La dénonciation du trop-plein de touristes s'appuie sur deux ressorts principaux, l'un étant de nature sociopolitique, d'autre de nature environnementale, le premier étant plus récent que le second. En effet, l'excès de touristes, qui alimente une prolifération du vocabulaire, surfréquentation, surtourisme, overtourisme, etc., correspond à des situations ponctuelles nouvelles apparues au début du XXIe siècle. S'il y a toujours eu chez les touristes eux-mêmes, une perception d'un nombre de congénères jugé trop élevé, nuisant à la qualité de leur expérience du lieu, attitude à la fois compréhensible. Il est des lieux où la seule présence d'un autre peut compromettre la qualité de la visite, et immature, si d'autres touristes n'étaient pas là, le lieu ne serait pas touristique et ceux-là même qui le jugent trop fréquenté n'auraient pas eu l'idée de s'y rendre. La nouveauté réside dans le retournement de l'apostrophe. Attitude de populations qui vivent pourtant du tourisme, en le sachant ou en l'ignorant, dans la mesure où les formes nouvelles d'hébergement des touristes conduisent à un investissement de plus en plus systématique des espaces, y compris ceux qui dans un passé récent étaient hors des circuits touristiques. Certaines métropoles touristiques ont été les premières à dénoncer cette invasion touristique, Barcelone en tête, où l'insinuation croissante des touristes dans des quartiers populaires à la faveur des locations temporaires, type Airbnb, a rencontré l'affirmation d'une identité catalane. Il faut bien voir que ces locations vendues en ligne conduisent à brouiller complètement les repères existants, les touristes se retrouvant désormais dans des immeubles dont la vie est troublée par des allers-retours parfois incessants correspondant à des rythmes différents de celui des autochtones dans un environnement social dont on ignore généralement les règles de fonctionnement. Cette perception d'un excès du nombre des touristes nuisant au fonctionnement habituel de la société locale et remettant en cause ses structures mêmes est apparue aussi dans quelques lieux touristes non urbains. Ce fut le cas des Cinque Terre, en Italie, ces villages perchés au-dessus de la côte ligure qui semblent détenir le record mondial du nombre de touristes par habitant, ainsi qu'à Hallstatt, village autrichien du Salzkammergut inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1997, qui compte près de 800 habitants et a accueilli 1 million de touristes en 2018, principalement asiatiques, depuis que le lieu a été popularisé en Corée du Sud via un feuilleton télévisé et en Chine, via notamment la construction à Luoyang, province de Canton, en 2011 à 12, d'une réplique de son noyau central, église, la fontaine, quelques maisons caractéristiques, comme la diffusion d'images idylliques par les réseaux sociaux. Depuis, le lieu touristique depuis longtemps a changé d'échelle, au point que la fréquentation de ces toilettes publiques, payantes désormais, rapporte plus que l'impôt foncier. Au nombre qui, à l'évidence, sature les lieux à certains moments, s'ajoutent les pratiques liées au décalage culturel, et des touristes semblent prendre le lieu comme un parc à thème, rentrant dans les jardins, les maisons, utilisant les toilettes, etc. L'affichage du souci de mieux préserver la qualité de sites patrimoniaux, naturels ou culturels, menacés par les excès du nombre de touristes est l'autre cas de figure. Si les exemples en sont innombrables, celui du Machu Picchu au Pérou illustre la complexité réelle de la situation, laquelle ne se limite pas aux effets négatifs du nombre sur le site Inca. C'est en effet un cas d'école, car la cité perchée en haut d'une montagne est difficilement accessible, à la différence de la plupart des autres lieux mondialisés. Devant l'afflux de visiteurs et les campagnes de presse sur les périls encourus par les ruines, le gouvernement péruvien a instauré un quota de 2500 personnes par jour, accompagné de restrictions plus fortes pour les montées au sommet qui dominent la ville, en raison de l'étroitesse de certains escaliers qui plus est dangereux par temps humide, qui est le temps dominant. Dans la pratique, si ce quota n'est que rarement atteint en haute saison, fin mai début septembre, le nombre des personnes qui se présentent quotidiennement est à la fois suffisant pour engorger le cheminement dans la ville elle-même,
qui n'est du reste pas la partie la plus intéressante de la visite, lorsque les touristes font la queue les uns derrière les autres entre deux cordes, le long de murs et de pierres dont la signification échappe le plus souvent sauf s'ils sont accompagnés des apostrophes. Un guide, et pour affecter la qualité de la visite pour le touriste, thème totalement oublié de la littérature sur la question. En effet, dès 5 heures du matin, une longue queue, le plus souvent sous la pluie, se forme à Aguascalientes, la base arrière de la cité Inca, où se trouve le départ des bus et cette queue ne disparaîtra qu'en milieu d'après-midi. L'accès à cette merveille se mérite car successivement, le touriste doit, après être arrivé jusqu'à Cusco, qui n'est déjà pas le lieu le plus abordable du monde, avec un aéroport incommode au milieu d'un espace urbain et entre de hautes montagnes, prendre un bus ou un taxi pour aller vers une gare qui se trouve au milieu de nulle part, puis emprunter le train circulant sur une voie unique qui est probablement le plus cher du monde, arriver dans cet improbable endroit qu'est Aguascalientes, agglomération informe des apostrophes. Hôtels et de restaurants grandis à la hâte au pied de la cité Inca, faire la queue pour prendre les bus qui montent à la cité Inca, puis faire la queue pour passer le contrôle d'entrée, etc. La taille et la beauté du site font oublier, un temps au moins, les conditions de son accès, d'autant que l'on peut s'égayer dans les hauteurs où le grand nombre ne se rend que peu et d'où les vues sont inoubliables. Cet exemple illustre donc à la fois les périls que font courir les touristes au site, l'afflux important de revenus sur la vallée et la région de Cusco, la médiocre qualité de la visite pour les touristes, surtout quand la foule et la pluie se combinent, mais aussi le souvenir que chacun en retire ensuite, en gommant les aspects les plus négatifs. À l'évidence, le Machu Picchu n'a pas été conçu pour une planète de 7,7 milliards d'habitants dont une part croissante va avoir l'envie de s'y rendre. À une autre échelle, Venise incarne une situation où le très grand nombre de visiteurs nuit à certaines portions du territoire, au quotidien de la vie des autochtones comme à la qualité de la visite pour les touristes eux-mêmes. Dernier constat à nuancer selon l'origine des clientèles, car les populations venues d'Asie ne sont pas autant contrariées que celles des pays occidentaux devant la densité de la fréquentation. Dans la pratique, le tableau est à nuancer car les surfréquentations ne touchent qu'une partie de l'espace vénitien, une autre continuant de mener, même en haute saison, une vie presque tranquille, seulement remise en cause par les tracés d'itinéraires alternatifs concoctés par la municipalité et le grignotage des logements offerts à la location temporaire. Face à ces situations d'engorgement localisé, les réponses varient entre velléité d'instaurer un quorum, victorieusement combattu par les entreprises touristiques dans le cas des Cinque Terre, gesticulation médiatique, comme celle de la municipalité de Venise sans volonté véritable de changer la situation, et réactions plus fermes à Barcelone, Amsterdam ou Bruges, qui ont entrepris notamment de limiter le nombre des hôtels ainsi que, mais c'est nettement plus difficile à finaliser que le développement des locations temporaires. À ma connaissance, aucune ne met vraiment en avant le souci d'améliorer la qualité de la visite pour le touriste, qui demeure l'indispensable vache à lait d'un système pris dans ses contradictions. À Paris, les critiques se concentrent surtout sur le rôle dénoncé comme pervers ou déloyal des locations temporaires, davantage sous la pression des entreprises hôtelières que sous celle des habitants, lesquels n'en sont pas encore à organiser de grandes manifestations dans la rue comme à Barcelone, mais l'exaspération monte dans certains quartiers où les touristes donnent désormais le ton à la vie des lieux. Si à Majorque, des dénonciations du surtourisme sont récemment apparues, alors même que le tourisme est le fondement de son économie, cette île peut aussi illustrer un autre type de renouvellement de la destination, lorsque dans les années 1990, ce territoire s'engagea dans une politique visant à une évolution de sa clientèle. Voué à un tourisme low-cost avant l'invention même de l'expression avec à la clé, une urbanisation rapide et massive d'une partie de son littoral non montagneux, Majorque a souhaité être moins dépendante de clientèle à faible pouvoir d'achat et des grands tours opérateurs intermédiaires pour promouvoir un tourisme plus rémunérateur de catégories aisées, avec la mise en tourisme de l'intérieur rural, où les rénovations luxueuses d'habitats isolés se sont multipliées. C'est ainsi que l'île a poursuivi son processus de touristification quasi intégrale de son territoire. Parallèlement, des efforts ont été déployés pour requalifier un certain nombre de lieux touristiques dégradés du littoral, en commençant par des réaménagements de front de mer. Les stratégies qui viennent d'être évoquées ne portent que sur une petite part de la planète touristique, sur des lieux mondialisés, de plus en plus saturés,
ou les clientèles asiatiques, dont la croissance rapide est le trait majeur depuis les débuts du XXIe siècle, affluents, souvent attirés par les images véhiculées sur les réseaux sociaux. Le marché florissant des mariages japonais ou chinois à Paris, Prague, Salzbourg, Hallstatt ou l'île des Pins en atteste. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Dans le reste du monde, les stratégies touristiques sont toujours tournées vers le souci de capter sans cesse des flux plus importants et d'essayer de réguler les variations interannuelles, liées à des crises de nature variée, géopolitiques, climatiques, sanitaires, etc. Un certain nombre de destinations touristiques sont même régulièrement confrontées à des stagnations ou décroissances de la fréquentation internationale. C'est le cas des pays touristiques du Maghreb Mashrek et notamment du Maroc qui, en dépit d'un considérable potentiel, peine à réaliser ses plans successifs de développement touristique. Le rapide passage en revue de ces situations de mutations, adaptations, dans des lieux confrontés à la nécessité de s'adapter montre qu'il est important d'imaginer des solutions réellement adaptées à la fois au lieu et à l'esprit du temps, en faisant l'effort de surmonter les remodelages de façade, incapables de modifier la trajectoire d'un lieu en crise. Les solutions clés en main, puisées dans l'air du temps et la reproduction de ce qui se fait ailleurs, ont peu de chances d'avoir des effets positifs et encore moins durables. Le cas d'Agadir permettra de le développer. 4. Retour sur Agadir, cas problématique, urgence et difficulté du rebond. Il n'est pas indifférent que la question de la réinvention ait été débattue à Agadir. D'abord, parce que la destination est entrée depuis plusieurs années dans une phase de maturité, pour ne pas dire de crise, et dans l'attente d'une bifurcation importante. Ensuite, parce que Agadir pourrait être analysé comme l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire d'un lieu que l'on a véritablement réinventé, dans la mesure où il a été inventé à 2 reprises du fait de sa destruction par un terrible tremblement de terre. De plus et surtout, le cas d'Agadir est d'autant plus singulier que sa réussite, aujourd'hui remise en cause, résulte d'une exceptionnelle conjonction de conditions favorables dont la reproduction est loin d'être évidente à l'heure où les acteurs économiques et politiques locaux s'interrogent sur son devenir. 4.1. Agadir, destination touristique en crise. La destination Agadir est en crise et celle-ci doit être replacée dans le contexte d'un tourisme marocain qui se cherche encore et ne parvient pas à concrétiser avec succès ses plans successifs de développement. Comme d'autres pays de la rive sud de la Méditerranée, le Maroc a été soumis à des fluctuations sensibles d'arrivées touristiques liées au contexte géopolitique international, guerre du Golfe, ainsi qu'à une succession d'attentats islamistes visant différentes cibles, parmi lesquels des touristes étrangers, mai 2003, 45 morts à Casablanca, avril 2011, 17 morts, place Djemma El Fna à Marrakech, décembre 2018, 2 jeunes touristes scandinaves décapités dans le Haut-Atlas. Pour autant, la fréquentation touristique étrangère poursuit sa laborieuse tendance à la hausse depuis 1993, avec un reflux en 2015 à 2016, suivi d'une nouvelle régression. Ce mouvement assez lent dissimule des recompositions non négligeables, parmi lesquelles la baisse confirmée de principale clientèle étrangère, la française. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer les vicissitudes de la destination Agadir, qui fut assez longtemps le premier pôle touristique marocain, avant d'être nettement dépassé par Marrakech. Depuis les années 2010, Marrakech reçoit 3 fois plus d'arrivées internationales qu'Agadir. Face à ce déclin des arrivées étrangères, les entreprises d'Agadir ont répondu, comme ce fut le cas aussi sur le littoral tunisien, en baissant leurs prix et en accueillant de nouvelles clientèles, principalement dans le cadre de forfaits all-inclusive. Ce faisant, le lieu est entré dans un cercle vicieux dont il n'est pas facile de sortir, avec 2 conséquences négatives principales. D'une part, la difficulté pour nombre d'hôtels vieillissants à moderniser leurs installations au moment même où les profits baissaient et où la clientèle était moins exigeante. D'autre part, les forfaits tout compris ont gravement pesé sur tous les restaurants, du front de mer en particulier, qui accueillaient une partie de la clientèle des grands hôtels. C'est ainsi que des structures plus petites, plus artisanales, ont été touchées de plein fouet par ce mouvement. Parmi les retombées indirectes, notons aussi la tendance à un entretien plus relâché de certaines artères, piétonnières en particulier, ainsi que d'espaces verts.
Il semblerait que ce soit près de la moitié des lits hôteliers de la station qui ne soient plus commercialisables en raison de leur obsolescence, tandis que parallèlement, les taux d'occupation diminuaient, voire chutaient. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.